Allô tout le monde, vous êtes à l'écoute de HR with Flo. Au menu, nous aurons des discussions, des invités et des conseils sur le monde des ressources humaines et l'acquisition de talent. Je me présente, Karine Pelletier. Charline Florestal. Bonne écoute! Allô Karine, Bonjour Charline. comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, ça va bien. Je suis vraiment contente aujourd'hui. On est encore ici en train d'avoir des super belles conversations, belles discussions avec nos auditeurs. Puis aujourd'hui, on aborde un sujet que... je suis dans le domaine des RH depuis assez longtemps, mais c'est pas ma spécialité. C'est pas où est-ce que... je peux pas dire que c'est mon dada. Puis là, on rencontre quelqu'un qui va vraiment nous guider là-dedans. Alors Charline, qui est notre invité aujourd'hui? On rencontre Antoine. Antoine va parler de lui. Je sais qu'il est avocat, mais je vais le laisser aller plus en détail. Oui, bien bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Alors oui, je m'appelle Antoine, je suis avocat. J'allais dire spécialisé en droit de l'emploi, mais je pense que ce ne serait pas tout à fait exact. Là, je pratique plus généralement en droit civil, puis également un peu en droit de la famille. Mais c'est sûr que c'est ça. C'est en droit de l'emploi que je pratique principalement. Moi, j'ai commencé ma carrière dans un cabinet de litige civil et commercial. C'est drôle parce que, justement, votre précédente invitée, je l'ai connue notamment en allant luncher parce qu'on était voisins de tour à bureau quand on a commencé nos carrières. Donc, elle dans sa compagnie de consultants, moi dans mon cabinet d'avocat. Puis après avoir fait à peu près 1 année et demie, je me suis redirigé vers un plus petit cabinet avec un nouveau modèle d'affaires, c'est-à-dire que c'était un cabinet qui redonnait beaucoup d'heures pro bono à la communauté. Ça, c'est bien. En plus du travail facturable à des clients payants. C'était vraiment ça qui m'avait attiré dans ce cabinet-là, mais c'est aussi le fait que j'avais de l'intérêt pour le droit de l'emploi et que c'était un cabinet qui m'offrait la possibilité de développer cette expertise-là. C'est vraiment là que je me suis fait les dents dans le domaine du droit de l'emploi. Et en mars de l'année dernière, donc ça fait déjà presque 1 an, j'ai fait le grand saut. Je me suis lancé à mon compte. Et depuis, je suis convaincu que c'est la meilleure façon de travailler pour moi. Je suis très heureux, en fait, d'avoir toute la flexibilité, de travailler avec, pour des clients que j'ai la chance de choisir, qui me connaissent par bouche à oreille, avec qui je développe des belles relations. Puis c'est vraiment l'aspect relationnel, en fait, du travail d'avocat que j'aime beaucoup, là. Donc, je trouve ça très à propos d'être participant à un podcast sur le thème des ressources humaines, parce que c'est l'humain qui m'intéresse le plus derrière le droit. Droit de l'emploi. Pourquoi c'est devenu ton dada? Bien, justement parce que la réponse courte, c'est que c'est parce que c'est un domaine de droit qui m'amène à travailler plus proche d'humain que, je le contraste, par exemple, avec les dossiers de litige civil commercial que je faisais auparavant, où là, c'était plus des questions d'argent, d'actionnariat. C'était des enjeux vraiment financiers sur lesquels je travaillais. Moi, ça m'interpellait naturellement moins. J'aimais mieux travailler pour soit des clients qui étaient des employeurs et qui cherchaient des conseils sur la bonne façon de gérer des employés sur le plan juridique, et plus précisément de gérer des humains. Puis d'un autre côté, j'aime beaucoup travailler avec des employés qui me consultent, pas nécessairement parce que c'est pas nécessairement parce que tout va mal dans leur job, mais des fois juste parce que il y a de la tension au travail, puis là, ils veulent démêler leur situation sur le plan juridique, savoir, qu'est-ce qui arrive si je démissionne, si je fais telle ou telle chose, est-ce que mon employeur peut me discipliner, quels sont mes droits, quels sont mes recours exactement. Puis peut-être juste pour compléter, en fait, c'est que moi, quand je faisais mon bac en droit, en toute transparence, je n'étais pas passionné par le droit en soi, non. Par contre, ce dans quoi j'étais vraiment passionné, c'était l'emploi que j'occupais durant l'été. C'était un emploi saisonnier. J'ai été coordonnateur d'un camp de jour et j'ai été responsable d'un secteur regroupant plusieurs camps de jour après ça. Donc, j'ai fait 4 étés pendant mes 4 années d'études en droit. Puis c'est là où j'ai appris à faire de la gestion de personnel. Et j'aimais beaucoup ce travail-là de recrutement, de formation, de coaching. Encore une fois, c'était vraiment l'aspect relationnel du travail que j'aimais beaucoup. De sorte que, quand j'arrivais vers la fin de mon bac, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire.
Mais je me suis dit, ben, je pense que j'irais peut-être à la maîtrise en gestion de ressources humaines parce que j'adorais le travail que je faisais durant l'été, mais je n'étais pas trop passionné par le droit. Mais bon, finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'en 4e année, j'ai fait un atelier sur le litige civil. J'ai adoré l'expérience. Puis là, je me suis dit, ben, si je ne l'essaye pas, je vais le regretter. Tu vas pas le savoir. Mais tu sais, qu'est-ce qui est le fun? C'est genre retourner aux ressources humaines. Je me souviens que tu me disais que tu voulais changer de carrière. Tout à fait. Aller en RH. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs, je pense. Ben oui, tu m'as demandé des conseils au niveau oui. d'aller en RH, mais tu as laissé ça tomber complètement, puis tu es allé... J'ai pas laissé ça tomber complètement. Vas-y. Non, en fait, c'est récent, mais depuis que je me suis lancé à mon compte et que, justement, j'ai plus de flexibilité pour faire d'autres projets que seulement pratiquer le droit, j'ai commencé un DSS en gestion des ressources humaines à HEC Montréal. Ouais, c'est vraiment bien. Puis je trouve que ça m'aide déjà dans ma pratique en tant qu'avocat. C'est que ça m'apporte l'éclairage du point de vue du gestionnaire. Oui. C'est ça. Comment est-ce qu'un gestionnaire réfléchit? C'est quoi les questions qu'il va se poser? C'est ça dont on discute dans les cours au DSS en GRH. Puis j'ai l'impression que c'est une formation qui est très complémentaire à celle que j'ai déjà comme avocat. Et j'ai même des clients des clients avec qui je travaille depuis déjà plusieurs années, qui commencent à me consulter pour des questions a priori d'ordre juridique, mais qui finissent par être des questions plus de conseils de gestion. Est-ce que tu te sens mieux avec ça parce que ça veut dire que ton client va venir te demander des conseils avant de faire les catastrophes? Absolument, absolument. Avant de faire des boulettes au travail. Comme avocat, là, c'est toujours beaucoup moins stressant. Eh bien, pour avocat, et comme avocat, mais aussi pour le client, c'est beaucoup moins stressant. Et je le conseille si vous voulez, d'un côté, prévenir des risques. Ça, je pense que c'est toujours une bonne idée pour les employeurs de prendre le temps de faire réviser leur contrat d'emploi par un avocat, faire réviser leur politique, leur procédure RH, dans une perspective de prévention. Mais c'est ça, d'un autre côté, employeur ou employé, avant qu'on soit rendu à la cessation d'emploi, avant qu'on soit rendu à la démission, au congédiement, au licenciement, de consulter un avocat, ça permet, oui, de fournir un portrait des droits et des recours de chacune des parties en présence. Mais dans mon cas, moi, ce que j'aime faire, c'est aussi sensibiliser mes clients aux aspects plus pragmatiques de leur réflexion. Ça m'arrive souvent là, d'avoir des clients, autant des employeurs que des employés, qui viennent me consulter comme avocat et qui s'imaginent, OK, ben là, maintenant que j'engage un avocat, je peux intenter une poursuite, je peux exercer un recours, je peux demander des milliers de dollars en dommages moraux. Et moi, j'essaie toujours de ramener mes clients sur terre. Je suis pas du genre à leur vendre exactement ce qu'ils veulent en disant « je vais faire la palette avec ça parce qu'ils vont payer mes honoraires ». Si je pense que la meilleure solution, c'est une solution, et la plupart du temps, c'est le cas, si je pense que la meilleure solution, c'est une solution discutée, négociée à l'amiable et que je vois qu'il y a une possibilité de discussion et de négociation, je l'encourage puis j'aide mon client à préparer ce genre de conversation-là. Donc, tu n'es pas là pour l'embauche et la débauche. Tu es là pour que le client puisse suivre les règles, suivre un processus ou toutes ces règles internes et l'accompagner si il y a un problème de gestion, de performance ou un des sujets qu'on va venir dans le vif, pour lequel on est là aujourd'hui, s'il y a un licenciement ou un congédiement. Oui, c'est ça. Et j'aimerais commencer par ça, parce que je trouve que beaucoup de personnes prennent en confusion licenciement, congédiement. Est-ce que tu peux nous dire la différence? Oui, et c'est une question qui m'est souvent posée dans la pratique. Quand il y a des clients qui arrivent à moi, mettons, c'est un employé qui a été congédié ou licencié, il y a des conséquences juridiques différentes. Puis il y a souvent, en fait, à la base, la cause juridique n'est pas la même. Okay. Un licenciement, c'est quand l'employeur, pour des raisons d'ordre organisationnel, par exemple des difficultés financières, une restructuration, donc des motifs qui ne sont pas liés à la personne du salarié, va mettre fin à son emploi. Et donc, l'employé, en principe, n'a pas... On n'a pas de reproche à lui adresser. D'un autre côté, un congédiement, là, c'est vraiment une situation où l'employeur, spécifiquement par rapport à l'employé qui est congédié, il décide soit de le congédier sans motif sérieux, parce que ça d'ailleurs, c'est une possibilité. C'est ma question. Oui, on pourrait en parler. Ouais. Des fois, j'ai des clients qui me demandent, j'ai pas vraiment de raison de laisser aller l'employé, mais ça marche juste pas entre nous.
qu'est-ce que je peux faire? C'est possible de congédier un employé, mais il faut payer une indemnité de départ. On pourra en parler dans un instant. Mais juste pour finir sur le congédiement, en règle générale, c'est ça. C'est une cessation d'emploi qui est imposée par l'employeur pour des raisons qui sont spécifiques à l'employé. Donc, en gros, là, un licenciement, ce n'est pas vraiment de la faute de l'employé. C'est plus l'entreprise qui décide de se restructurer ou de couper des effectifs pour des motifs économiques. Donc, l'employé, à ce moment-là, on ne lui adresse pas vraiment de reproches. Dans le cas d'un congédiement, par contre, là, c'est vraiment un employé spécifique qu'on va viser, soit parce qu'on a des motifs sérieux de le congédier, ou même, dans certains cas, on n'en a pas, mais on décide de le congédier avec une indemnité compensatoire. Puis ça m'amène à une question que j'ai, parce que j'ai constaté, moi, depuis que je suis en RH, souvent, puis j'ai utilisé un terme en anglais, je m'excuse pour ceux qui sont hyper franco, mais je travaille tellement en anglais que des fois... Je te comprends. Puis corrige... Je te comprends. Dis-moi c'est quoi en français, mais on a 2 licenciements, on a 2 congédiements, with cause et without cause. Ouais. Et moi, là, même si I have cause, je vais toujours without cause et je donne un package. Mais c'est remarquable parce que c'est pas tous les employeurs qui prennent cette peine-là et je pense que c'est la meilleure pratique à adopter pour un employeur parce qu'au-delà des questions juridiques, c'est une question de réputation de l'employeur. C'est un employeur qui vraiment va agressivement monter un dossier de congédiement. Je dis pas aux employeurs de ne pas congédier sur le champ un employé qui va être responsable de fautes graves. Ouais. Un employé, par exemple... qui commet un acte de harcèlement psychologique ou sexuel grave, avéré en milieu de travail. With cause. Ça, clairement, on va y aller avec un congédiement. En français, on appelle ça pour motif sérieux. Donc, okay. le with cause, c'est pour motif sérieux. Mais le without cause, comme tu l'as mentionné, Charline, ça, c'est un cas de congédiement sans motif sérieux. Comme je le disais, c'est possible de prendre cette décision-là en tant qu'employeur, pour quelque raison que ce soit. Les motifs sérieux, généralement, comme je le disais, ça va être une faute grave dans l'exercice de ses fonctions. Ben oui, un vol, y compris du vol de temps qui est prouvé, qui est prouvé, qui est non avéré. Acceptable. Maintenant, on parle pas là, de t'as pris une pause de 5 minutes pour aller partir une brassée pendant que tu étais en télétravail. Là. On parle de, mettons, tu as installé un logiciel pour faire croire à ton employeur que tu étais en train de travailler pour que ta souris bouge. Mais là, on découvre que pendant 3 jours, tu étais en train de faire du ski. Ça, c'est clairement du vol de temps qui pourrait justifier un congédiement. Mais c'est ça, pour revenir aux conséquences que ça a de congédier avec ou sans motif sérieux. Avec motif sérieux, ce que la loi prévoit, en fait, c'est qu'il n'y a pas de préavis à donner à l'employé ni d'indemnité en tenant lieu, sauf le préavis minimum qui est prévu dans la loi sur les normes du travail. C'est pas nécessairement 2 semaines, en fait. C'est variable selon le nombre d'années de service de l'employé. Mais je comprends d'où le 2 semaines vient. C'est que, je me souviens plus par cœur, là, mais dans la majorité des cas, parce que souvent ça survient durant la période qui correspond à un 2 semaines, ben, ça va être ça, le préavis ou l'indemnité qui correspond à 2 semaines de rémunération. Dans le cas d'un congédiement sans motif sérieux, donc without cause, là, il faut regarder plusieurs facteurs pour déterminer c'est quoi l'indemnité de départ qu'on est obligé comme employeur de payer à l'employé ou le préavis à lui donner. Parce que l'employeur peut aussi dire on va te congédier sans motif sérieux, on va te demander de continuer de travailler. Après, c'est sûr que c'est plus délicat parce qu'en principe, il faut donner une opportunité à l'employé de se revirer de bord. Exactement. D'avoir suffisamment de temps, donc de ressources en termes de temps et financières pour se trouver un nouvel emploi. Donc, c'est sûr que moi, un employeur qui me demande est-ce que je peux le congédier sans motif sérieux puis lui demander quand même de travailler 1 mois, puis ça va être son préavis, je vais dire en principe, oui. Mais en pratique, c'est sûr que cet employé-là va te dire, ben là... il n'est pas motivé. Il ne sera plus engagé. Puis il ne sera plus engagé, c'est ça. D'un point de vue de gestionnaire RH, je ne pense pas que c'est la meilleure pratique à adopter. Maintenant, la grosse question, c'est comment on détermine l'indemnité de départ ou le préavis. Il n'y a pas de règle mathématique qui permet de le déterminer. Ce que la jurisprudence nous enseigne, c'est qu'en règle générale, on parle de 2 à 4 semaines de rémunération. Et j'insiste sur rémunération, ça n'est pas limité au salaire.
par année de service continu. Puis ça, c'est une nuance qui est très importante, ce que je viens de dire, parce que dans la majorité, en fait, des cas qui arrivent sur mon bureau pour des employés qui sont congédiés, qui se sont fait offrir une indemnité de départ, les employeurs n'offrent que du salaire et pas le reste des composantes de la rémunération. Moi, je sais que j'offre les avantages sociaux pendant un certain nombre de temps, pendant un mois. Tu sais, souvent, j'ai offert un mois de... Est-ce que ça fait partie? En fait, c'est qu'on doit prendre en compte toutes les composantes de la rémunération globale de l'employé. Les avantages sociaux, ça en fait partie, mais je pense aussi, par exemple, est-ce que... tu sais, des questions que je vais poser, c'est est-ce qu'il y a un programme de contribution de l'employeur au REER? Oui. Est-ce qu'il y a un compte de dépenses santé bien-être? Est-ce qu'il y a un programme de remboursement de dépenses assez significatif pour que du jour au lendemain, si on le coupe à l'employé, ben là, il va commencer à manquer de ressources. Est-ce que cette même année, on sait que l'employé a 4 enfants, donc on va étendre, on va dire, les avantages sociaux plus longtemps pour qu'ils puissent se reprendre en charge un petit peu? C'est une bonne question. Je veux pas. Honnêtement, c'est une question que je me suis déjà posée, mais que j'ai pas eu la chance d'investiguer plus en détail. Ce que je peux dire, par contre, c'est que j'ai déjà eu des clients qui avaient des enfants, par exemple, avec plusieurs rendez-vous paramédicaux, là, par exemple, dentiste, orthodontie, une physiothérapie, you name it. Puis ce que je leur dis, c'est que tu y aies droit ou non, dans le contexte d'une négociation, tu ne perds rien à le demander. Exactement. Et souvent, le coût pour l'employeur de prolonger, par exemple, une couverture d'assurance collective, c'est négligeable. Ce n'est pas un gros montant d'argent. Mais je sais que je regarde l'âge. Oui. Je regarde l'âge, l'année de service. Parce que l'âge, surtout, c'est que tu regardes... Est-ce qu'il approche de la retraite? Exactement. C'est ça le gros facteur. C'est plus difficile, on va dire, d'une personne de 45 ans de trouver un emploi qu'une personne dans la vingtaine. Tout à fait. Non, mais là, je peux dire peut-être 55, pas 45. Est-ce qu'on se rapproche de ça? Mais c'est vrai, par contre, que ceci étant dit, c'est vrai qu'un employé, mettons, de 45 ans, comparativement à quelqu'un qui a 25 ans, qui est en début de carrière, c'est vrai que pour lui, ça va être plus difficile. Après, il n'est pas... aux portes de la retraite, il n'est pas inemployable. Mais ça va être un défi pour lui. Puis c'est ça, je reviens en arrière sur ce que je disais par rapport au calcul du... Parce que la première question, c'est combien de semaines de rémunération est-ce qu'on paye? Puis ensuite, la deuxième question, c'est quoi les composants de la rémunération qu'on inclut dans ce nombre de semaines-là? Pour déterminer combien de semaines, comme je le disais, pas de règle mathématique, 2 à 4 semaines de rémunération par année de service continu. Et les facteurs qu'on va analyser, puis c'est une analyse qui est, encore une fois, il n'y a pas de grille là, de calcul. Puis, discrétion de l'employeur. Non, c'est pas totalement la discrétion de l'employeur. Mais on peut dire que c'est matière à négociation et à débat, et c'est pourquoi il y a des cas qui se finissent en cours. Les facteurs, par contre, qu'on regarde, c'est l'âge, comme tu l'as mentionné. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'approche de la retraite? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est encore en début de carrière? Généralement, si tu t'approches de la retraite, on va donner une indemnité plus généreuse parce que ta facilité à te trouver un nouvel emploi est moindre que celle d'un jeune employé. On regarde aussi, évidemment, le nombre d'années de service continu, parce que ça, c'est à la base ce qui nous permet de déterminer le plancher et le plafond de l'échelle. On regarde aussi les circonstances particulières de l'emploi, c'est-à-dire l'employé, en fait, c'est plus la position, le statut de l'employé au sein de l'entreprise. Est-ce que c'est un employé sur le plancher de production ou est-ce que c'est un cadre supérieur? Puis un autre facteur qui est très intéressant et qu'on a tendance à oublier, c'est la façon dont l'employé a été recruté. C'est là que je le savais. Ouais, ça aussi, ça peut avoir un impact significatif et des fois, dans des cas exceptionnels qu'on a vus dans de la jurisprudence récente, ça permet à un employé de réclamer encore plus que 4 semaines d'année de service continu. Alors, si on va dire j'ai été headhunté? Exactement, c'est là où je m'en allais. Oui, exactement. Ou dépendamment aussi de vu des cas où on est allé chercher... je te donne un exemple. J'ai une copine. Elle se fait approcher par un de ses amis dans un café. On a un poste pour toi. Donc, le processus, ils viennent la chercher. Puis au bout de 8 mois, ça ne fonctionne pas. Donc, elle lui a jamais envoyé son CV. Alors, donc, elle peut négocier. C'était ma prochaine question. Peut-on négocier notre congédiement? Absolument. Absolument. Voilà. Et c'est d'ailleurs pourquoi... c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai des clients qui sont des employés qui me consultent. En fait,
il y a des employés qui me consultent avant d'être congédiés, mais parce qu'ils ont un feeling que ça s'en vient, ou parce qu'ils ne veulent pas démissionner pour ne pas perdre l'opportunité de négocier une indemnité de départ. Parce que si c'est une décision unilatérale de l'employé, ben il a droit à son indemnité de vacances, il a droit à son salaire jusqu'à sa dernière journée de travail, mais c'est pas mal tout. Si c'est l'employeur qui congédie, là, l'employé est en position de force. Oui, c'est ça, de négociation. Okay. Négociation. Ouais. Alors, je me suis fait headhunter. Mais oui, ça, c'est une question très intéressante. Puis je lisais là-dessus justement cette semaine dans un dossier dans lequel je travaillais. Ce que je lisais, c'est qu'on va regarder la façon dont l'employé a été recruté et à quel point est-ce que c'est l'employeur qui a mis de la pression sur l'employé pour l'attirer chez lui. Et on va aussi regarder c'était quoi la situation d'emploi précédente de l'employé. Donc, quelqu'un qui est, je donne un exemple hypothétique, ça fait 10 ans qu'il travaille au sein de la même entreprise. Il a reçu plusieurs promotions. Il est très bien valorisé dans son travail dans cette première entreprise-là. Il y a il y a eu plusieurs promotions, il y a de l'avancement professionnel, il est bien rémunéré. On va appeler ça un emploi certain et rémunérateur. Si un employeur numéro 2 vient chercher l'employé puis lui dit, ben, on sait que tu as des bonnes conditions de travail puis que tu aimes ça, l'équipe dans l'employeur, au sein de l'employeur où tu es en ce moment, mais on peut t'offrir plus. T'sais, nous, on peut t'offrir une meilleure rémunération, on va t'offrir plus de responsabilités, on va t'offrir un poste de cadre supérieur parce que tu es un cadre intermédiaire, par exemple, dans ton autre entreprise. Bien là, c'est l'employeur qui est en train de solliciter l'employé pour l'attirer vers lui et l'inciter à démissionner de son emploi précédent. Mais là, qu'est-ce qui arrive si 8 mois plus tard, finalement, l'employeur dit « Ah, tu sais quoi, c'est pas un bon fit entre toi et moi. » Mais ça arrive. Oui. Ça arrive et il y a des cas... tu sais, c'est ça, je te disais tantôt, je lisais de la jurisprudence quand même assez récente. Là, je pense que c'était en 2022, la décision de la Cour supérieure que j'ai lue, où la Cour est allée jusqu'à ordonner à l'employeur qui avait vraiment incité l'employé, dans ce cas-là, à quitter son emploi certain et rémunérateur pour venir le rejoindre, puis finalement le flusher après 8 mois. La Cour est allée jusqu'à ordonner une indemnité, à condamner l'employeur à payer une indemnité de départ largement supérieure à 4 semaines par année de service continu. Wow. Mais encore une fois, c'est une analyse qui se fait au cas par cas. Il faut que l'employé soit vraiment capable de prouver que c'est pas lui qui est allé déposer son CV puis c'est pas lui qui a pris toutes les initiatives pour aller chercher l'emploi, mais que c'est vraiment l'employeur qui a fait affaire avec un recruteur, qui a posé beaucoup de questions pour essayer de comprendre c'est quoi sa rémunération et ses conditions de travail au sein de son premier employeur. Puis après ça, il a essayé non seulement de les matcher, mais de les surpasser pour finalement l'attirer chez lui. J'ai une question, Antoine. Je suis chassée par un chasseur de tête et puis je suis dans la période de recevoir mon boni annuel. Très bonne question. Donc, je fais le choix de dire, oh, c'est vraiment l'emploi de mes rêves, l'équipe est fantastique, c'est vraiment sur des projets sur lesquels j'aimerais beaucoup travailler et tu renonces à ton boni. Donc, il y a 2 choses. Tu renonces, tu te dis, je vais tenter le coup avec mon nouvel employeur. Ou il y a des employeurs qui te disent, tu as une partie de boni, moi, je vais te la donner comme prime à la signature. Ça va. Mais si la personne a perdu son boni et au bout de 8 mois, ça ne fonctionne pas, est-ce qu'il a le droit, cette personne a le droit d'aller voir une personne comme toi, un avocat en droit du travail? Je vais essayer de négocier le plus possible parce que j'ai perdu mon boni le 8 mois, j'ai renoncé et maintenant, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'ils ont des recours? En fait, un recours pour aller chercher le boni en tant que tel, ou d'aller non. chercher... Mais oui, c'est un des facteurs qu'on va regarder dans l'analyse, à savoir est-ce que l'employé a été débauché, le cas de figure dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand je parlais tantôt de la notion d'emploi certain et rémunérateur, que l'employeur numéro 2 incite l'employé à quitter, bien, si l'employé a fait le sacrifice d'un bonus annuel, d'un bonus de performance qui s'en venait pour aller travailler chez employeur numéro 2, puis que finalement, il se fait flusher, comme on le disait tantôt, là, après quelques mois, bien là, oui, c'est un facteur qui va militer en faveur d'une indemnité de départ d'un montant supérieur. Mais c'est pas... je n'irais pas jusqu'à dire que l'employé aurait un recours
ni envers son premier employeur, ni envers le deuxième, spécifiquement pour aller chercher ce bonus-là. OK. Par contre, le fait qu'il ait renoncé à ce bonus-là, c'est un facteur dont on doit tenir compte dans l'analyse, à savoir c'est quoi l'indemnité à laquelle il a droit. J'ai une question que, c'était pas planifié de parler de cette question-là, mais j'ai eu un appel d'une amie, puis j'étais émotionnelle. OK? J'étais dans toutes mes émotions quand elle m'a dit l'offre qu'elle a reçue. Puis là, j'ai dit, je rencontre un avocat, je vais lui en parler. OK. OK? So, elle est chez un employeur, qu'elle est très heureuse, elle est très bien. On l'a headhuntée. Ils lui ont commencé par lui dire, c'est quoi tes attentes salariales? Elle a dit, moi, mes attentes sont 120 000. Là, ils ont dit, OK, c'est dans notre échelle. Ils ont dit, c'est dans notre échelle. Elle était comme, OK, super. Elle a continué l'entrevue, ça a super bien été. La recruteur raccroche, la rappelle le lendemain, dit, ben, combien tu fais en ce moment? Elle a fait l'erreur. Elle l'a dit. OK. Et là, ça a arrêté là. Ils l'ont rappelé et ils lui ont fait une offre. Une offre qui est quand même... elle fait 80 000. Elle a demandé 120. Elle a dit qu'elle faisait 80. L'offre était quand même au-dessus. Elle était quand même à 110. Mais elle était quand même déçue. Mais pourquoi j'ai pas le 120 qu'on a parlé du début? Puis elle l'a laissé savoir pourquoi j'ai pas le 120 que j'ai demandé du début. Elle a dit, on a parlé de 120, je veux 120. La recruteuse a dit, je te rappelle, je vais parler au gestionnaire. La gestionnaire écoute le punch. On la rappelle, on lui dit, on te fait une offre. Pendant 6 mois, tu es payé 115 000. Et si tout va bien, on va te bumper à 120 000. 6 mois de période de probation. Mais c'est même pas probation, c'est le salaire est impliqué. Ouais. Moi, je l'ai conseillé, vas-y pas, ça me dit beaucoup sur la culture, ça m'intéressera. Tu vaux 120 000, t'es bonne, t'es là depuis tant de temps, tu sais que c'est ça que tu vaux. Ils te le donnent le 120 ou pas. Ou s'ils veulent pas, ben demande de rétrograde. S'ils te prennent puis gardent ils te gardent. D'avoir une paix rétroactive. J'ai OK. dit rétroactive du 120 000 que tu étais dû depuis le début. OK. Je veux ta perception de la situation. Bien, ça va être plate ce que je vais répondre, mais je ne peux pas donner de conseils juridiques en lien avec une situation spécifique comme la tienne. Ce que je peux dire de façon générale, parce que et c'est à cause de mes obligations déontologiques. Ouais, je suis pas à l'aise de donner du conseil juridique dans un podcast que tout le monde entend. Parce qu'en principe, ce que tu me racontes là, c'est une demande envers un avocat dans un contexte où je suis censé respecter le secret professionnel. D'autant plus que c'est la situation d'une amie qui n'est pas là pour parler pour elle-même et donc pour consentir à ce que je la conseille. Mais ceci étant dit, de manière générale, ce que je vais extraire de ce que tu as dit, moi, je pense que dans la situation que tu as décrite, ou dans n'importe quelle situation, en fait, où un employé nomme ses attentes salariales, finalement, l'employeur potentiel lui revient avec une offre inférieure à ce à quoi l'employé s'attendait. Là, l'employeur essaye de le raccrocher en disant « Ah oui, mais peut-être qu'à long terme, on va être capable de te donner plus ». C'est un pattern que j'ai déjà vu. Et moi, ça, c'est plus une opinion personnelle et c'est moins du conseil juridique, c'est plus une question de gestion. Moi, pour moi, c'est un drapeau rouge. Moi aussi. Tu sais, j'aurais tendance à me dire, si moi, ça m'arrivait, ce genre de situation-là, je me dirais, ben si moi, je suis dans un processus de recrutement, je sais que je vaux 120 000 par année, je l'ai nommé, le recruteur ou la personne, en tout cas, responsable de mon embauche m'a signalé qu'elle était d'accord avec moi. Et là, finalement, l'employeur me revient avec une offre inférieure, mais en me disant, on peut s'en reparler dans 6 mois. Quand je dis que c'est un drapeau rouge, c'est juste que je me dis, ben l'employeur, en principe, je l'ai déjà convaincu que je suis la bonne personne pour occuper le poste. Je pensais que je l'avais déjà convaincu qu'on était, ou du moins qu'on était sur la même longueur d'onde en termes de rémunération. Là, l'employeur me signale qu'il se méfie de moi en me disant, je ne vais pas t'offrir ce dont on avait parlé dans nos discussions initiales. Réciproquement, moi, je vais me méfier. Puis je vais me dire, mais... Toi, qu'est-ce que tu fais, Catherine? L'employeur, ce qui se passe, c'est une question qui m'est arrivée avec une ancienne collègue, c'est que
est-ce que l'employeur a le droit de demander à son candidat combien tu fais en ce moment? Bonne question. Ça, c'est la première question. Mhm. C'est une bonne question. En fait, pour répondre, c'est que j'essaie de réfléchir. Est-ce que... Je sais que l'employé n'est pas dans l'obligation de répondre. Ben, c'est ça. Mais est-ce que l'employeur a le droit de poser cette question-là? J'ai peur de m'avancer puis de ne pas avoir la réponse Parce exacte. que peut-être que c'est par souci. Parce que je sais qu'il y a des questions. Excuse-moi de t'interrompre, mais si tu m'avais demandé, mettons, est-ce que tu peux demander c'est quoi ton âge? C'est quoi ta situation familiale? Es-tu marié? Ça, pour moi, c'est clair, c'est des questions interdites parce que c'est des motifs de discrimination directe. Le salaire, faudrait que je valide mon information, mais j'aurais tendance à penser que ça se rapporte à la condition sociale du candidat potentiel et donc poser une question en lien avec la condition sociale, à savoir sa rémunération actuelle, ça revient à poser une question interdite parce que motif de discrimination prévu par la charte, prévu dans la Charte des droits et libertés de la personne. Peut-être que cette candidate-là était dans une petite PME qui ne pouvait pas lui donner plus, et là, elle va dans une autre entreprise qui ont beaucoup plus les moyens. Moi, pour moi, si vous me posez la question, c'est que peut-être que l'entreprise, par souci d'économie, ils sont pas allés la chercher, puis lui donner 115 au lieu parce que de toute manière, elle faisait déjà 80, fait que ça va être une grosse hausse pour elle. Mais, tu sais, moi, encore là, c'est est-ce qu'on a le droit de poser cette question? Mais moi, ma question à toi, Karine. Oui, je sais. Est-ce que tu le prendrais? Est-ce que tu prendrais? La job, est-ce que tu irais? Est-ce que tu le verrais comme un red flag? J'irais probablement, j'aurais une conversation ouverte avec l'entreprise et de pourquoi. Oui. Et parce que si vous voulez, avec mon expérience, avec les forces que je peux apporter, je poserai la question. Puis après, c'est personnel. Ben, c'est ça. C'est ça que ça m'évoquait, en fait, ce que tu disais, Karine. C'est que moi, je me disais, pour un employé qui est en processus de recrutement chez un nouvel employeur, il faut que l'employé soit lui-même à l'aise de parler de son salaire, mais pour moi, ça ne devrait pas être le seul facteur ou le seul item de discussion, mais au stade de la négociation. C'est quand l'employé reçoit une offre d'emploi. Là, je pense que ça devient pertinent pour lui, en règle générale, de mettre sur la table soit son salaire, ou en tout cas donner une idée à l'employeur de son salaire et de lui dire, dans une perspective, encore une fois, de négociation pour obtenir un peu plus, ou du moins ce à quoi il s'attendait, de dire, écoute, en ce moment, je fais 90 000, je ne vais pas changer 4,25 sous pour une pièce. Si tu es capable de me payer plus... De mettre une pause. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on est toujours excité de recevoir son contrat de travail. On est toujours... Tout à fait. Et puis, on t'a pressurise. Tu as 5 jours, tu as 48 heures, 72 heures pour le signer. Tout à fait. Mettre une pause et t'appeler, Antoine. Et de t'appeler et de dire, voici, je suis en négociation. Qu'est-ce que j'ai le droit de dire? Qu'est-ce que je peux pas dire? Et comment tu me suggères de négocier mon contrat? Je pense que c'est une de tes cordes aussi. Oui, mais là, tu prends la perspective d'un employé, pas d'un employeur. Oui. Un employé, c'est lui qui a le gros bout du bâton quand il reçoit une offre d'emploi. Parce que ils ne savent pas, hein? Souvent, non, parce que souvent, on s'imagine que la seule solution, c'est de signer le contrat. Puis dans les entreprises, c'est sûr que dans des petites et moyennes entreprises, dans des OBNL, généralement, il va y avoir un peu plus de discussion et de flexibilité. Je dis généralement, là, il y en a qui sont qui ont déjà un contrat de travail à soumettre. Mais disons, dans une plus grande entreprise, un grand cabinet de consultants, un grand cabinet d'avocats, effectivement, la plupart du temps, on reçoit une offre d'emploi. Puis là, on se fait dire, acceptes-tu, oui ou non, et si oui, signe. Mais comme pour n'importe quel contrat, en fait, je reviens à la base du droit des contrats. Un contrat de travail, c'est un contrat comme tous les autres. Et si l'employé s'en fait soumettre un en se faisant dire, voici ton contrat, tu signes, comme dans n'importe quelle autre situation, que ce soit un contrat de vente, un contrat de service, un bail commercial ou même un bail résidentiel, il n'y a rien qui empêche l'employé de négocier les conditions de travail. C'est vrai. C'est comme un principe de base en matière de contrat. Il
il faut qu'il y ait une offre qui est matchée, pardonnez-moi l'anglicisme, par une acceptation pour que le contrat soit validement formé. Mais l'acceptation doit correspondre exactement à l'offre pour qu'on considère que le contrat est formé. L'employé peut tout à fait, lorsqu'il reçoit une offre, dire, ben moi, je suis pas à l'aise avec cette condition de travail-là. Un thème à la mode ces temps-ci, c'est le télétravail, évidemment. Ben, un employé qui se fait dire, chez nous, tu vas travailler 5 jours par semaine au bureau. Si ça ne lui convient pas, là, c'est le temps d'avoir la conversation avec son employeur. C'est beaucoup plus facile, en fait, d'avoir la conversation à ce moment-là, donc au moment avant de rentrer en poste, qu'une fois que le contrat est signé, que l'employé est rentré, parce que là, on rouvre un contrat après la période de négociation où là, c'était le temps de poser des questions. Tu as amené un bon point, puis je laisse Karine en parler. On en a parlé hier. Je crois qu'on devrait en parler maintenant. On connaît tous quelqu'un qui a, durant la pandémie, décidé d'aller faire un jardin à la campagne, de déménager à 1h30 de Montréal, en pensant que le télétravail était là pour rester. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tous ces personnes qui ont décidé d'acheter une propriété à l'extérieur et que maintenant, on demande un retour en travail hybride? Hybride plutôt de 4 jours au travail que 2. Et c'est quoi leurs droits? Est-ce qu'on leur donne, généralement, on leur donne une période peut-être, on va dire, de 4 à 6 mois pour qu'ils se réorganisent. Quels sont leurs droits à ces gens? Parce qu'en sachant que, généralement, quand ils étaient en emploi, il n'y avait pas nécessairement de loi pour le télétravail. Alors, quels sont leurs recours? C'est une très bonne question et c'est une question juridique qui est en développement dans la jurisprudence. Ce que j'en comprends pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de droit au télétravail pour les employés, sous réserve de ce que le contrat de travail prévoit. Donc, de plus en plus, dans les contrats de travail qui datent du début de la pandémie jusqu'à aujourd'hui, il y a des clauses qui concernent la présence physique au bureau et il y a des clauses qui concernent le télétravail. Et ça permet d'éliminer l'ambiguïté dès le départ. Mais dans une situation où, par exemple, l'employé était déjà à l'emploi avant le début de la pandémie, il est allé en télétravail pour... Des fois, je pense que la pandémie, ça a mis la planète entière en télétravail pour 1, 2, si ce n'est pas 3 ans. Mais quand l'employé a été envoyé en télétravail pour la première fois, en fait, l'employeur répondait à des exigences de l'ordre de la force majeure. Il y avait une pandémie mondiale, il fallait qu'on se protège. Une des mesures qui était mise en place, c'était justement l'obligation du télétravail dans certains domaines. Sauf que si on fait abstraction de cette pandémie-là et de cet épisode-là, s'il n'y a pas de clause dans le contrat de travail qui prévoit spécifiquement la possibilité ou non de le faire, la décision revient à l'employeur, ça fait partie de son droit de gérance. Le fait de décider est-ce que oui ou non mes employés peuvent télétravailler. Et après ça, si l'employeur il dit nous, dans notre culture, on veut que les gens reviennent au bureau et ça ne convient pas aux employés, malheureusement, ces employés-là ont 2 choix. En fait, je dirais non, ils ont 3 choix. Premier choix, OK, je vais me conformer à ce que mon employeur me demande de faire sans poser de questions. Deuxième choix, ça ne fait pas mon affaire, je démissionne, je m'en vais travailler ailleurs où je vais être capable de faire du télétravail. Ou, troisième choix, on rentre en phase négociation, encore une fois. C'est possible, parce que le télétravail, même si ce n'est pas un droit, ça fait partie des conditions de travail. On considère ça comme de la rémunération, une composante de la rémunération indirecte. C'est-à-dire que c'est un avantage social, le fait de ne pas avoir à se déplacer pour aller sur les lieux du travail. Mais je pense que la leçon à en tirer, en fait, de toutes ces histoires là, auxquelles tu faisais référence, d'employés qui sont justement partis vivre à l'extérieur de la ville, là, maintenant ils habitent à 1h30 de route, 2h45 avec le trafic, là, on sait comment l'autoroute 15, ça peut être jamais à toute heure du jour. S'il n'y a pas de clause dans leur contrat de travail qui concerne le télétravail, quand ils ont été envoyés en télétravail, c'était une forme d'exercice du droit de gérance de l'employeur. Et quand l'employeur leur demande de revenir au bureau, c'est le même principe. C'est son droit de gérance. Mais il n'y a rien qui empêche un employé de demander de faire du télétravail, de négocier. Dans un contexte où, là, encore une fois, là, je sors de mon domaine d'expertise, mais
c'est des discussions que j'ai eues avec des clients sur la pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs. Mhm. L'employé a quand même un certain levier de négociation en disant, ben moi, ça ne me convient pas de faire 5 jours par semaine. La plupart du temps, ce que les employés avec qui j'ai parlé de ces sujets-là finissent par faire, c'est dire, OK, je vais démontrer ma bonne foi, je vais démontrer que je vais être un joueur d'équipe, je serai prêt à aller 1, 2, 3 journées par semaine au bureau, mais je ne peux pas revenir en arrière à 5 jours par semaine. Puis là, ben, la question, c'est est-ce que l'employé est à l'aise d'aller avoir cette conversation-là avec son patron, avec son employeur? Mais encore une fois, je reviens à ce que je disais sur les contrats tout à l'heure. Il y a une offre. Est-ce qu'il y a une offre qu'on peut mettre sur la table pour amender le contrat de travail de façon à intégrer une clause relative spécifiquement au télétravail? Et si l'offre est acceptée, ben voilà, on vient de modifier les conditions de travail officielles de l'employé. Moi, je sais que le temps avance. Je m'excuse, je sais que je parle beaucoup. Non, tu parles pas trop. J'aimerais, parce que c'est beaucoup à la mode, malheureusement, et moi, je suis passée par là aussi, j'aimerais qu'on parle du licenciement massif. Oui. J'aimerais qu'on parle de ça. J'aimerais que tu me parles un peu, que tu m'expliques un peu c'est quoi le licenciement massif et est-ce qu'il y a des licenciements massifs déguisés? Ah oui, oui. Massif ou même individuel. Tu sais, tantôt, j'expliquais qu'un licenciement, contrairement à un congédiement, c'est une situation où l'employeur met fin à l'emploi d'une ou de plusieurs personnes pour des motifs organisationnels et non pas individuels. Quand il y a des licenciements massifs, je dirais que c'est plus difficile pour les employés de vraiment contester ce licenciement-là en disant c'est un congédiement déguisé. Mais dans des cas individuels, ça, j'en ai vu dans ma pratique, et c'est assez courant, je vous dirais. Bien, c'est assez courant. Je pense que c'est normal dans un contexte de récession, de ralentissement économique, qu'il y a des entreprises qui se disent, ben, il faut qu'on trouve des moyens de contrôler nos coûts, notre masse salariale, comment est-ce qu'on peut la diminuer, malheureusement, en restructurant, en fusionnant des postes et en coupant. Mais un employé qui est l'une des personnes, qui serait l'une des personnes victimes d'un licenciement, victime, c'est peut-être un grand mot, là, mais licencié, que ce soit massivement ou individuellement, ça vaut la peine de consulter un avocat pour parler de sa situation particulière, de son historique d'emploi, parce que ça m'est arrivé d'avoir des employés qui me consultent en me disant « J'ai été licencié, tu sais, je suis pas mal prêt à accepter le préavis minimal que l'employeur m'offre. » Tu parlais, tu sais, dans la plupart des cas, c'est 2 semaines selon le nombre d'années de service continu. Mais là, moi, comme avocat, mon travail, c'est de creuser, puis de leur demander « Oui, mais avant ton licenciement, raconte-moi comment ça se passait dans ton équipe de travail. C'était quoi ta relation avec ton patron? Est-ce que tu as pris des congés que la loi te permet de prendre? Puis est-ce que tu as senti qu'il y a eu... Est-ce que tu sens qu'il y a une possibilité qu'il y ait des mesures que le licenciement, en fait, soit une mesure de représailles à l'égard de ces droits-là que tu as exercés? Et si, une fois que mon client m'a raconté son histoire, je suis assez convaincu qu'il y a matière à remettre en question la véritable cause de la cessation d'emploi. C'est-à-dire, dans un cas de figure hypothétique, un employé tombe en arrêt de travail, par exemple, pour quelques semaines. Puis là, il revient travailler. Ou une employée prend un congé de maternité. Ça, c'est un grand classique dans ce qui concerne les pratiques interdites. Des fois, ça irrite les employeurs, ça irrite les patrons parce qu'ils se disent « Oh mon Dieu, là, mon employé me coûte cher indirectement parce que là, il n'est pas là pour faire le travail que je lui avais demandé de faire. Le travail, il faut quand même qu'il continue de se faire. C'est l'équipe qui compense. Puis, il est encore sur mon payroll, mais quand il va revenir, ça va prendre du temps avant qu'il se réadapte. » Ça arrive là, qu'il y a des employeurs qui se disent « Ben là, je trouve que ça coûte... Il y a comme trop de coûts associés à garder l'employé. » et qui utilisent le licenciement comme un prétexte pour congédier de manière déguisée, comme tu l'as dit. Puis le congédiement déguisé, pour conclure là-dessus, en fait, c'est ça, c'est d'utiliser un prétexte pour mettre fin à l'emploi, un prétexte comme le licenciement, les motifs économiques, ou encore de modifier unilatéralement les conditions de travail de l'employé pour l'inciter à partir. Et donc, si moi, comme avocat, j'ai un client individuel qui a été licencié ou qui a été congédié, parce que ça arrive aussi qu'il s'est fait dire qu'il est congédié pour motif sérieux.
Si moi, comme avocat, quand le client me raconte son histoire et que je suis raisonnablement convaincu qu'il y a plus que ce que l'employeur a déclaré dans la rencontre de cessation d'emploi, bien là, je vais lui dire, on va commencer à travailler, à négocier une indemnité de départ en bonne et due forme, comme si tu avais été congédié officiellement sans motif sérieux. Parce que c'est ça la position juridique que moi, je vais prendre quand je vais représenter l'employé contre son employeur. Mais il faut que j'ai fait mes devoirs avant de prendre cette position-là, c'est-à-dire il faut que j'ai suffisamment questionné mon client et que je lui ai demandé, idéalement, s'il me dit, par exemple, que ben là, c'était tendu avec son manager, sors-moi tes échanges de courriels, sors-moi tes échanges de messages textes, ou au moins, si tu n'as plus accès à tout ça, pas de problème. Ou du moins, si tu n'as plus accès à tout ça, raconte-moi des exemples suffisamment précis, parce que ça va quand même être à l'employé de faire la preuve, si jamais ça se judiciarise, de la véritable raison derrière son congédiement. OK. Et c'est quoi les mythes de l'arrêt de travail? Que ce soit un arrêt de travail, un court ou un long. Est-ce que la personne qui revient dans son rôle risque de perdre son travail parce qu'elle est partie en congé de maladie? Ou est-ce qu'elle est protégée? Est-ce qu'elle est protégée? C'est une très bonne question et la réponse, c'est oui. L'employé est protégé quand il tombe en arrêt de travail. En fait, la loi sur les normes du travail, là, ce dont je vais parler, ça s'applique aux employés qui sont pas... Bien, ça s'applique à tous parce que la loi sur les normes du travail est d'ordre public. Mais un employé qui est syndiqué pourrait avoir des recours additionnels que ce que je vais mentionner. Ça dépend de sa convention collective. En règle générale, un employé qui cesse de travailler pour une période relativement courte, pour quelques semaines, pour quelques mois, que ce soit pour cause de maladie, pour cause de un congé parental, pour des obligations familiales. Dépendamment de la nature de son congé, la loi sur les normes du travail prévoit une durée maximale jusqu'à laquelle l'employeur ne peut pas pénaliser l'employé pour avoir exercé ce droit-là. Et si l'employé, quand il revient... Quand je vous disais tantôt, le congé de maternité, c'est un grand classique, là, c'est comme le cas d'école typique pour ce qu'on appelle une plainte pour pratique interdite, qu'on peut déposer à la CNESST. Qu'est-ce que c'est une plainte pour pratique interdite? C'est quand l'employé exerce un droit qui est prévu par la loi sur les normes du travail, comme celui de partir en congé de maternité, comme celui de prendre un congé pour cause de maladie ou de blessure. Et là, quand il revient au travail, on le rétrograde, on diminue sa rémunération, on le congédie ou on le licencie. Ça, c'est interdit parce que c'est interdit dans la mesure où l'employeur le fait en réponse à ça. C'est sûr que si l'employé revient, commet une faute grave, là, c'est une autre histoire. Mais en règle générale, c'est ça, un employé qui exerce un droit, notamment celui de prendre un congé qui est prévu à la loi sur les normes du travail, qui subit des mesures de représailles à la suite de l'exercice de ce droit-là, mesures de représailles qui peuvent aller jusqu'au congédiement, jusqu'au licenciement. Là, il peut se tourner vers la CNESST, déposer une plainte pour pratique interdite, et ça va lui permettre d'aller réclamer s'il a été congédié, ça va lui permettre d'aller réclamer une indemnité de départ, généralement qui va ressembler à ce que j'expliquais tout à l'heure là, sur le 2 à 4 semaines par année de service continu. Donc oui, il y a des recours. Et la bonne nouvelle, ça, je tiens à le publiciser pour les auditeurs, puis c'est certainement pas comme ça que je vais faire de l'argent en honoraires, mais la plainte pour pratique interdite à la CNESST, c'est un recours assez facile à entreprendre et c'est gratuit. Et non seulement c'est gratuit d'intenter le recours, mais il y a un service de médiation avec l'employeur, puis il y a un service de représentation juridique par un avocat qui est fourni par la CNESST si la plainte est jugée recevable. Donc, mais ça, c'est bien parce que c'est pas tout le monde qui sont au courant. Du tout. Non. Moi, je ne l'étais pas. Mais je vais te laisser, Antoine, dire un mot de la fin. Alors, nous dire un conseil, qu'est-ce que tu préfères? Et aussi, si tu veux parler de comment on peut avoir de tes services, je te laisse. Comment on peut te rejoindre? Sens-toi libre aussi. Écoutez, comment on peut me rejoindre? D'abord, pour parler de ça, je suis très actif sur LinkedIn. Mais maintenant, pour le mot de la fin, en fait, j'ai envie d'insister sur ce sur quoi j'insiste souvent quand je rencontre des employés qui sont congédiés et qui, là, traversent une période de leur vie
presque aussi stressante qu'un divorce. Là. Je pense qu'il y a des études qui démontraient que c'est un deuil à faire. Exact. C'est le deuil d'une relation avec un employeur, avec une équipe de travail. Moi, une question que je leur pose toujours, et ce n'est pas une question d'ordre juridique, mais je la pose vraiment parce que c'est important pour moi que mon client soit conscient de ce que ça implique d'intenter un recours. Je lui demande à quel point est-ce que tu es à l'aise de te battre, à quel point est-ce que tu es stressé en ce moment, à quel point est-ce que c'est important pour toi de tourner la page puis de te concentrer vers quelque chose de plus positif. Parce que même si moi, comme avocat, je peux représenter un client pour aller réclamer ce qui lui est dû, il ne faut jamais perdre de vue que ce processus-là, le fait d'exercer un recours, que ce soit à la CNESST ou que ce soit en cour civile, ça a un coût financier. Donc, il y a les honoraires d'avocat, mais pour moi, c'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus important, c'est la santé mentale, le bien-être de l'employé. Puis, j'en ai vu malheureusement des clients s'entêter à ne pas accepter des offres de règlement, par exemple, au cours d'un processus, qui finissent par avoir un jugement soit un jugement ou soit une entente qui répond à leurs attentes, mais après des mois, si ce n'est pas des années de négociations, de procédures judiciaires. Et ça, inévitablement, à la fin du processus, le client me dit « Hey, tu sais quoi, en rétrospective, là, j'aurais peut-être dû accepter la première offre, ou pas nécessairement la première offre, mais j'aurais peut-être dû écouter ton conseil quand on a eu une opportunité de régler ça à l'amiable, de mettre ça derrière moi, parce que c'est des mois, et si ce n'est pas des années, de stress, ça pèse lourd sur la conscience. Et pendant qu'on est en train de se battre pour pour aller chercher le genre de compensation dont on parlait aujourd'hui, on n'est pas en train de se tourner vers l'avenir. On n'est pas en train de se chercher un nouvel emploi. On n'est pas en train de réfléchir, ou on n'est pas en train de réfléchir à est-ce que j'ai envie de me réorienter, est-ce que j'ai envie de retourner aux études, parce que don't get me wrong, ce n'est pas agréable du tout se faire congédier. C'est une épreuve extrêmement difficile sur le plan émotionnel, mais c'est aussi difficile. Mais je pense que c'est plus facile de le traverser de traverser cette épreuve-là si on est capable de réfléchir aussi à l'avenir en même temps qu'on se bat pour ses droits. Et si on est capable de se tourner vers l'avenir, justement, en pensant à des projets qui vont nous garder motivés, parce que c'est ça, j'en ai vu malheureusement des clients qui voulaient se battre jusqu'au bout, et mon travail, c'est de les représenter jusqu'au bout, et je le fais. Mais je sensibilise toujours mes clients aux coûts financiers, émotionnels, en termes de temps aussi que ça implique, et je m'assure à chaque étape du processus de rappeler cet enjeu-là à mes clients, parce qu'à la fin de la journée, je suis certainement pas psychologue, je ne suis pas encore conseiller en ressources humaines, je travaille là-dessus. Mais pour moi, c'est important, l'humain derrière le dossier. Parfait. Je te remercie énormément. Ça me touche beaucoup parce que je pense à Karine, on en a souvent parlé, comment ça nous affecte psychologiquement, émotionnellement, puis on va pouvoir en reparler. On en reparlera, puis, mais le licenciement, le congédiement, c'est une occasion aussi de retravailler sur nous-mêmes, puis de s'enrichir et trouver une opportunité d'être mieux dans un autre environnement de travail. Exactement. Et c'est ça, des fois, je pense qu'on peut voir du positif dans une situation très négative. Moi, mes clients qui ont été le plus heureux, c'est ça, après m'avoir consulté, puis après qu'on a négocié une indemnité de départ, généralement, c'est ceux avec qui on est directement allé négocier avec l'employeur. On a fait un compromis évidemment, il y a certains items qui sont négociables, mais le client m'a dit « OK, c'est beau, je suis prêt à faire un compromis ». Généralement, c'est des gens qui vont bounce back, pardonnez-moi encore une fois l'anglicisme, rapidement, et qui finalement se trouvent dans un environnement où ils sont plus heureux que là où ils ont été congédiés. Parce que généralement, quand on se fait congédier, il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation employeur-employé, que ça soit de la faute de l'employeur, de l'employé ou de circonstances exceptionnelles, il y a quelque chose qui ne va pas quand on arrive à un congédiement. Donc, comme dans une relation de couple, on fait son deuil, on passe à autre chose. Et j'ose espérer que dans la majorité des cas, ça permet à ces employés-là qui sont congédiés
c'est ça, de trouver quelque chose qui est mieux aligné avec leurs valeurs, avec leur profil authentique. Puis peut-être une dernière chose que j'aimerais dire avant qu'on se laisse. Là. Je le sais que je parle beaucoup, mais je parlais de l'humain derrière le dossier. Je pense que les employés ne devraient jamais se sentir coupables d'être congédiés, ne devraient jamais... c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Mais si jamais ça vous arrive, en fait, sachez d'abord que c'est plus commun que ce qu'on pense. Oui. On connaît tous quelqu'un... C'est pas honteux de se faire licencier. de se faire licencier, de se faire congédier. Ça fait partie de la vie professionnelle. Et dans la mesure où on est capable d'abord de se renseigner et d'exercer ses droits et ses recours pour être sûr d'être indemnisé en conséquence, et dans la mesure où, c'est ça, on est capable de s'entourer de personnes qui vont nous soutenir, que ce soit un avocat, mais aussi que ce soit des amis, un psychologue, si ça nous a beaucoup affecté émotionnellement. Je pense que c'est ça qui va faire toute la différence pour la suite de la vie professionnelle de la personne. Donc, juste de rappeler que des congédiements de licenciement, il va toujours y en avoir, pour diverses raisons. Puis en tant qu'employé, si ça vous arrive, là, commencez pas à vous dire « c'est de ma faute, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ». Essayez de vous tourner vers l'avenir. C'est comme ça que vous allez vous en sortir émotionnellement. Antoine, je te dis merci. Vraiment. Merci beaucoup, Antoine. Vraiment merci. Ça fait grand plaisir. Oui, tu parles beaucoup, mais c'est tellement constructif. J'apprends énormément. Je suis vraiment captée par tout ce que tu te dis. Puis je suis sûre que nos auditeurs se sentent de la même façon. Alors, on te dit merci encore. Si vous avez des questions pour Antoine, n'hésitez pas. Appelez-nous. Appelez-nous Écrivez-nous. On va vous répondre avec ses coordonnées. On va lui poser les questions. N'hésitez pas, contactez-nous. Merci. Et merci à vous. Merci, Antoine. Merci. Bye.